Chapitre 11. Au jour fixé, Sabine est venue goûter rue de Grenelle. Bien qu'avertie par son fiancé des fâcheuses dispositions de Madame Larmoisie, la froideur, pour ne pas dire la méfiance et l'hostilité de l'accueil l'ont un moment démontée. Un vin. Monique, énervée, s'efforçait par un aimable verbiage de pallier l'attitude de sa mère. Elle n'en soulignait que mieux la réserve désobligeante. Cette réserve, et Sabine le remarqua, contrastait avec les préparatifs faits pour la réception. Beauté des napperons, des fleurs, du service à thé, de l'argenterie, séduisante assiette de pâtisserie. Madame Larmoisie avait voulu marquer que la maîtresse de maison ne ménageait rien, que seule la mère blessée réservait son cœur. Et c'est bien ce que Sabine a compris. Hélas, qu'elle eût préféré un baiser affectueux à tant de luxe. Elle sent Michel blessé. Il faut qu'à toute force, elle dissipe cette atmosphère de malaise et tout de suite. Elle s'adresse à Marie-Hélène. « Je sens très bien, madame, ce qu'il y a de pénible pour vous. Sa mère, dans les fiançailles de Michel. Il s'apprête à vous donner pour belle-fille une personne que vous n'avez pas choisie, dont vous ignorez les principes et l'idéal et qu'il a rencontré dans un milieu que vous pouvez supposer hostile. J'aurais donc mauvaise grâce à m'étonner de votre réserve. Seulement cette réserve rend Michel très malheureux. Je voudrais en triompher. Je ne me pique pas de mérite extraordinaire, je n'ai ni charme extérieur ni grande vertu, ni grand talent. Je ne cherche qu'à passer la vie en faisant mon devoir, en m'efforçant de semer un peu de bonheur autour de moi. À cause de ces bonnes intentions, et aussi pour l'amour de votre fils, je vous supplie donc, madame, m'accorder un peu d'indulgence. » Tant de simplicité et d'humilité désarme malgré elle Madame Larmoisie, qui s'excuse presque. « Ne vous formalisez pas de ma froideur, mademoiselle, n'y voyez rien d'offensant pour vous. Ma nature est ainsi faite. La dure expérience de la vie m'a appris la méfiance. Je garde mon cœur à l'abri de peur qu'il ne soit blessé, mais je crois que très vite je vous aimerai. » Il y a 6 ans que j'ai eu le malheur de perdre ma mère. Son affection et ses conseils m'ont beaucoup manqué. Le ciel semble me dédommager aujourd'hui de cette perte en me rendant une mère. Une mère qui s'efforcera de ne pas vous devenir importune, mademoiselle. Vous ne serez jamais de trop entre Michel et moi, assure gentiment Sabine. Vous dites cela maintenant, mais vous verrez plus tard. Aussi mon principe, celui de ma famille. D'ailleurs, que la belle-mère doit apporter beaucoup de discrétion dans ses rapports avec ses enfants mariés, espacer ses visites, se laisser désirer plutôt que de s'imposer. Je me flattais au contraire que vous voudriez bien m'aider de votre expérience. Vous êtes une maîtresse de maison merveilleuse. Moi, je fais de mon mieux, mais je me suis formée presque toute seule et ne suis qu'une ménagère très imparfaite. Vous voudrez bien me donner des leçons, n'est-ce pas? Mon ambition est que vous me traitiez non en belle-fille, mais en fille chérie. Qu'il soit bien entendu que si je commets quelques sottises, quelques actes qui vous déplaisent, vous me le signalerez en toute franchise pour que je m'efforce de vous donner satisfaction. Madame Larmoisie sourit à demi, un peu incrédule. Une belle-fille souhaitait les conseils ou les observations de sa belle-mère. C'est trop beau pour appartenir au domaine du possible. Puis continue Sabine, je trouve trop naturel, madame, que vous désiriez connaître la valeur morale, les antécédents, les entours de votre future fille. Ces renseignements vous ont manqué par suite des circonstances. Je suis prête à répondre franchement et loyalement à toutes les questions que vous jugerez utiles de me poser dans cet ordre d'idées. Marie-Hélène secoue négativement la tête. « Je ne vois aucune question à vous poser, mademoiselle. La curiosité n'est pas mon défaut. Qu'ai-je besoin de savoir ce qui concerne votre famille ? Pour votre valeur morale, je m'en rapporte au discernement de Michel. Il vous connaît de longue date. S'il vous a élu, c'est qu'il a trouvé en vous des qualités qui ont fixé son choix. Il se peut que lui et moi n'estimions pas au même degré les mêmes qualités. Notre idéal féminin est nécessairement un peu différent. Mais c'est avec lui, non avec moi, que vous êtes destinés à vivre. L'important est que vos caractères à tous deux concordent. Pour moi-même, si par la suite je devais découvrir en vous quelques traits qui me déplaisent, soyez certain que je le supporterai en silence et que je ne serai pas personne à semer la discorde dans le ménage de mon fils. À la suite de cette explication, le goûter fut pris dans une atmosphère détendue. Sabine eut la bonne inspiration d'apprécier la fine porcelaine du service, la jolie dentelle des napperons, les moelleuses bergères de Beauvais. Flattée dans son attachement à toutes ces reliques de famille, Marie-Hélène en fit un historique que Sabine écouta avec complaisance. Comme maman est aimable, s'émerveillait Monique. Et par quelle magie Sabine l'a-t-elle ainsi transformée? Michel, rasséréné, estimait gagner la cause de sa fiancée. Également convaincue de sa victoire, la jeune fille crut pouvoir, avant de se retirer, faire encore une tentative pour amener la réconciliation désirée. « Mon père m'a chargé de vous dire, madame, qu'il ne voulait pas considérer comme définitive votre refus d'hier.
Moi-même, je ne puis me résigner à l'idée de votre absence mercredi. Ma joie, celle de Michel, ne sera pas complète si nous ne voyons pas ce jour-là autour de nous tous ceux que nous aimons. Le visage de Marie-Hélène s'est rembruni. N'hésitez pas, mademoiselle, il y a là pour moi une question de dignité. Rien ne me fera revenir sur la décision prise. Le ton net, coupant, devrait décourager Sabine. Elle plaide encore avec son plus charmant sourire. J'avais espéré que pour me faire plaisir, c'est la première faveur que je vous demande, madame. Et je suis bien fâchée de devoir la refuser. Mais veuillez vous souvenir pour plus tard qu'il ne m'est pas possible de rencontrer ou que ce soit le père de Michel. Rien à faire, madame Larmoisie est irréductible sur ce point. Si des raisons que je n'ai pas à juger s'opposent à ce que vous me fassiez cette joie, madame, que du moins ma chère Monique soit des nôtres mercredi. Un silence, puis c'est à elle de répondre, mademoiselle. Je ne voudrais pas qu'on puisse m'accuser de la séquestrer. Madame Larmoisie s'étioue et regarde sa fille. Ce regard dans sa fixité lui intime l'ordre de se solidariser avec elle, de décliner l'invitation. Monique a compris, mais elle ne veut pas renoncer à ce dîner dont elle se fait une fête. Peut-être songe-t-elle que Jean Raquette sera là et que les occasions de le rencontrer sont rares. Et puis elle est lasse de la dépendance, de la réclusion où sa mère la tient. Aujourd'hui, l'occasion s'offre de s'évader. Elle se sent soutenue par la double présence de son frère et de Sabine. Elle répond en détournant les yeux, mais le ton décidé quand même. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, maman, j'irai très volontiers. La mère a pâli. Elle a pris sa figure de drame. À peine peut-elle répondre. Comme tu voudras. Le charme est rompu, la pénible atmosphère du début réparée. Michel se rembrunit. Sabine craint d'avoir perdu par la faute de son ami tout le terrain laborieusement gagné. Elle estime qu'au lieu d'user de son droit strict, Monique aurait dû montrer plus de déférence dans la forme et dans le ton et tenter d'obtenir par persuasion et tendresse l'assentiment maternel. Elle-même ne peut plus rien tenter aujourd'hui, consciente que sa présence ne peut que gêner et retarder une explication devenue nécessaire entre la mère et la fille. Elle dit quelques mots aimables qui n'éveillent aucun écho chez madame Larmoisie, puis très vite prend congé. Michel se retire en même temps que sa fiancée. Monique, les ayant reconduits appréhende de se retrouver seule avec sa mère. Elle attend un flot de récriminations, de reproches, de larmes. Rien. Pas un mot. Ce silence n'est-il pas plus inquiétant que ce qu'elle redoutait? Elle a l'avantage de ne pas l'obliger à des explications et Monique, avec une sorte d'inconscience, s'en félicite. Elle estime ne pas mériter de reproches et néanmoins cherche à se justifier à ses propres yeux. S'il ne se fût agir que d'un plaisir personnel, sans doute aurait-elle, une fois encore, sacrifié ses préférences. Mais elle n'était pas seule intéressée. Refuser l'invitation, c'était à la fois contrister Sabine et Michel et blesser M. Raquette. L'absence de sa mère, déjà fort regrettable, pourrait être expliquée aux autres convives par quelques excuses officieuses. Son absence, à elle, accuserait pas trop la scission, l'existence de deux clans dans leur famille. Pour avoir été élevée par madame Larmoisie, elle n'entendait pas traiter son père un étranger, et s'abstenir de paraître pour la seule raison que lui serait là. Non, elle n'avait pas à lui faire cette injure. Comme c'était pénible qu'elle ne put contenter un de ses parents sans blesser l'autre. Tout en déplorant d'avoir contristé sa mère, elle ne regrettait pas la décision prise. Elle avait porté là un coup douloureux mais nécessaire. Il fallait que madame Larmoisie le comprît, soumise pour tout le reste. Monique réservait son indépendance lorsqu'il s'agissait de ses rapports avec son père. Et pour bien marquer que sa conscience ne lui reprochait rien, elle affecta toute cette soirée une grande sérénité. Elle ne parlait guère, c'était l'habitude plus qu'une habitude, une sorte de discipline monastique à laquelle sa mère l'avait pliée en s'y pliant elle-même. Mais si Monique parlait peu, et pourquoi eût-elle parlé puisqu'on ne lui répondait pas? L'éclat de son regard et le demi-sourire qui flottait sur ses lèvres trahissaient des pensées plaisantes. Elle rêvait au dîner prochain et à toute la joie qui l'y attendait. Et madame Larmoisie suivait sur le visage de sa fille le passage de ses rêveries charmantes, et elle en souffrait affreusement. Si elle avait demandé tout à l'heure qu'on consultait sa fille, c'était avec la confiance et presque la certitude qu'elle se déterminerait conformément à sa volonté maternelle. Cette volonté clairement exprimée par le refus adressée séance tenante à Sabine, Monique ne l'ignorait pas. Docile et déférente, elle y cédait une fois encore et pour se solidariser avec sa mère, déclinerait l'invitation en dépit de ses regrets. Pas du tout. La jeune fille interrogée avait dit nettement « j'irai ». Le « si vous n'y voyez pas d'inconvénient, maman » était là pour la forme. Marie-Hélène en demeurait confondue et toute meurtrie. L'acte de sa fille accepter ce dîner qu'elle-même avait cru devoir refuser en son nom lui paraissait gros de signification. Elle y voyait outre
une désobéissance formelle, un désaveu de sa conduite, un blâme. Elle y voyait surtout une manifestation d'indépendance, comme l'avertissement que, dorénavant, l'on entendait se soustraire à une autorité gênante et vivre à sa guise. Par surcroît, ce geste d'émancipation avait été fait en faveur du père. Placée entre sa maman et le monsieur du boulevard de Courcelles, Monique avait incliné vers ce dernier. Sous n'importe quelle face qu'elle l'envisagea, la décision de sa fille la blessait profondément. Sa sensibilité exacerbée en exagérait encore la portée, et s'imaginait que tout était dorénavant fini entre elles. Ses soins, son dévouement avaient été vains, et il n'avait pu lui attacher Monique, qui était allée rejoindre Michel dans l'autre camp. Une fois de plus, elle avait donc échoué. Rien de surprenant, n'était-elle pas vouée à l'insuccès? Mais cette seconde faillite de sa vie était pire encore que la première, parce qu'elle avait plus aimé son enfant qu'elle n'avait aimé son mari, et qu'elle la chérissait toujours autant, alors que, depuis longtemps, son cœur s'était glacé pour l'époux infidèle. Si Monique avait regardé sa mère, elle aurait lu sur ses traits la déception, l'abattement, la douleur, mais elle préférait détourner les yeux et de ce masque tragique ignorer des larmes qu'elle devinait oublier un mécontentement et une souffrance qu'elle estimait injustifiée. Elle en avait assez des pleurs et des lamentations, elle aspirait à la joie, et puisqu'un événement heureux se préparait, elle l'entendait ouvrir son âme toute grande aux effluves de bonheur et de gaieté qui émanait des fiancés sans se laisser assombrir par les doléances maladives de sa mère. Même en proie aux crises morales les plus douloureuses, Madame Larmoisie ne négligeait pas le menu devoir de la vie quotidienne. Il lui était aussi naturel et nécessaire de remplir ses tâches ménagères que de respirer ou de dormir. Le dîner, ce soir-là, fut aussi soigné que de coutume. Et bien qu'elle lui en voulu d'assister au dîner des Raquettes, elle eut néanmoins le souci que Monique y parut à son avantage. Rompant le lourd silence qui planait depuis qu'elles avaient pris place à table, Marie-Hélène demanda « Quelle toilette penses-tu mettre mercredi ?»« Ma robe bleue, probablement. N'est-ce pas la plus convenable ? Elle n'est pas assez élégante pour la circonstance. En 48 heures, j'ai le temps de te confectionner une robe. » Monique protesta. « Je ne veux pas vous imposer cette fatigue, je renoncerai plutôt. Quelle couleur préfères-tu ? Je m'en rapporte à votre choix, maman. » Bien, je passerai demain matin aux 3 quartiers. Chapitre 12. Pendant 2 jours, Madame Larmoisie tailla, assembla, essaya, appliqua la machine et un petit chef-d'œuvre naquit. Elle était remarquablement habile. Dionée ne ferait pas mieux, assurait Monique ravie. Elle n'était pas coquette, mais elle aimait être bien mise. La teinte délicate choisie par sa mère lui essayait, la forme l'allongeait et elle était contente que Jean Raquette la vît dans cette robe élégante. Elle souriait. Elle s'émerveillait, elle remerciait, mais tout à son admiration, elle ne remarquait pas que sa mère restait concentrée, qu'elle avait un cerne autour des yeux et une ligne rouge au bord des paupières. Pourtant, lorsque le mercredi bien parée et joyeuse, elle quitta la maison pour se rendre chez les Raquettes. Elle ressentit un léger malaise en disant au revoir à sa mère. Cette mère qui, au prix de 2 veilles, avait confectionné sa jolie robe, restait ici comme une nouvelle Cendrillon et allait passer au foyer une soirée solitaire. Monique murmura « Quel dommage, maman, que vous ne puissiez venir avec nous. »« Oui, quel dommage, » répéta Michel qui était venu chercher sa sœur. Madame Larmoisie ne répliqua rien, ses yeux se détournèrent. Le malaise de Monique fut vite dissipé. Sitôt le seuil franchi dans l'auto qui l'emportait, elle ne songeait plus qu'au plaisir de cette soirée. Placée à côté de Jean Raquette à table, elle jouissait de son entretien et aussi de cette atmosphère de fête. Les lumières, l'animation, l'éclat de l'argenterie, des fleurs et des cristaux, la bonne chair, les vins généreux, tout contribuait à la griser légèrement. Son teint d'ordinaire un peu mat se colorait, ses yeux brillaient d'une petite flamme inaccoutumée. Son voisin la trouvait bien séduisante ce soir. En face d'elle, Michel paraissait radieux. Sabine souriait de ce sourire aimable qui va au-devant de celui d'autrui. Son bonheur personnel ne l'absorbait pas. Maîtresse de maison, elle ne négligeait aucun des conviés et faisait avec son père les honneurs de la table. À 11 heures, on se sépara. Michel reconduisit sa sœur rue de Grenelle. Monique voulut souhaiter le bonsoir à sa mère et lui raconter sa soirée. Contrairement à son habitude, Madame Larmoisie était couchée et quand la jeune fille pénétra dans sa chambre, elle la trouva endormie ou feignant de l'être. Monique se retira désappointée. Le lendemain matin, au petit déjeuner, pas une question ne lui fut adressée. Malgré ce silence presque hostile, elle fit à sa mère un compte-rendu détaillé du dîner de fiançailles.
On m'a fait 1000 compliments sur ma toilette. Le menu était très soigné. La conversation a été animée et intéressante. Quel dommage que vous ne soyez pas venu. Sabine avait une robe ravissante, d'un bleu opalin. Michel paraissait si heureux. Monsieur Raquette vous plairait, il est jeune encore et il a un peu le type de docteur. À la moindre réponse, un imperceptible frémissement des lèvres. Vers 9h30, Monique partit se rendre à son cou. « Je m'en vais, maman. Tu ne m'embrasses pas ?» Étonnée car sa mère n'était guère prodigue de caresses. Elle revint sur ses pas pour teindre le front. « Au revoir, maman. Adieu. » Pourquoi ce baiser plus long, plus appuyé que de coutume? Elle se hâta, se sentant légèrement en retard. Il s'agissait d'une conférence sur un sujet d'histoire qui l'intéressait particulièrement. Elle écouta, prit des notes, puis à la sortie échangea ses impressions avec une amie. Elle rentra pour l'heure du déjeuner, au logis où elle fut bien étonnée de ne pas trouver sa mère. Son seul couvert était mis sur la table et appuyé à sa serviette, une lettre l'attendait. Cette absence insolite de Madame Larmoisie lui fit pressentir quelque chose de grave. Aussi tremblait-elle en ouvrant l'enveloppe. « Ma petite Monique, » avait écrit sa mère, « je l'ai senti, un obstacle dans ta vie. Par devoir, tu restes auprès de moi, mais ton cœur est ailleurs. Je ne t'adresse pas de reproches. La faute est à moi, qui n'a pas su te conquérir. À mon humeur sombre qui te pèse, à l'existence sans attrait que je t'ai fait mener. Hélas, avec le poids que j'ai sur le cœur, que pouvais-je t'offrir d'autre? Cela ne te suffit pas. Ton hérédité Larmoisie l'emporte sur ton hérédité Fauberg. Tu aspires à plus de gaieté, à plus d'animation. Il te faut la joie, le rire, le soleil. Je m'efface donc, je disparais. Ne crains rien, il ne s'agit pas de suicide. Je continuerai de vivre avec une blessure de plus simplement. Je ne te donne pas mon adresse pour n'avoir pas à subir des protestations qui ne modifieraient pas mon inébranlable résolution. Un peu plus tard, quand je serai ta vie organisée, je reprendrai de grand cœur des relations avec toi et ton frère. À ceux qui s'étonneraient de ma disparition, dites que les médecins m'ont prescrit une cure de repos et d'isolement. Tu es bien jeune pour demeurer seule avec une domestique. Le mieux serait que tu retournes chez ton père. Et puis pense à moi quelquefois et plains ta pauvre maman bien malheureuse. F.L. Voyons, ce n'était pas possible, il ne pouvait s'agir d'une séparation définitive. On ne prend pas un si grave parti pour un si faible désaccord. Si Monique avait pu se douter, elle aurait renoncé à ce dîner, oui, bien sûr. À présent, le mal était fait. Qu'est-ce que sa mère avait bien pu imaginer? N'était-ce pas tout naturel qu'une sœur tînt à assister aux fiançailles de son frère? Les jeunes volent au fait comme les papillons à la lumière. Pourquoi avoir pris si tragiquement la chose? Il n'y avait rien là d'offensant. Il fallait qu'elle le fît comprendre à sa pauvre maman, qu'elle lui montrât l'incident sous son vrai jour. Mais comment la joindre à présent? Cette lettre ne fournissait pas la moindre indication. Où la découvrir dans ce Paris si vaste, dans ce monde si grand? Le sol se dérobait sous les pas de Monique, alors qu'elle eut tant voulu la supplier de revenir, l'assurer de sa tendresse, elle se trouvait dans l'impossibilité matérielle de communiquer avec sa mère. Tout en larmes, elle cherchait à se rappeler les derniers actes, les derniers mots de la fugitive. Ce baiser plus tendre qui l'avait étonnée, c'est donc un adieu. Si elle avait pu s'en douter, comme elle aurait combattu la fatale résolution à force d'instances et de caresses. Car elle l'aimait, sa mère. Peut-être ne lui avait-elle pas suffisamment témoigné son affection. Elle s'accusait, se rappelait ses embrassements sans chaleur, son attitude souvent résignée, mais aussi c'est que Madame Larmoisie décourageait toute effusion. Au fond, elles avaient vécu côte à côte sans se comprendre. Elles s'étaient fait mal mutuellement. Elles avaient souffert l'une par l'autre. Aujourd'hui, sa mère lui causait une profonde blessure. Si parfois Monique avait aspiré à s'évader du triste foyer maternel, jamais elle n'avait sérieusement songé à le quitter. Le mariage seul l'aurait séparée de sa mère. Et voilà que cette mère, qu'elle n'avait pas voulu abandonner, l'abandonnait la première. En quête de quelques indices révélateurs, la jeune fille pénétra dans la chambre de Madame Larmoisie. Tout y était dans un ordre parfait. Le linge personnel et les vêtements avaient été seuls disparus des armoires. En s'en allant, la fugitive n'avait emporté que le strict nécessaire et laissé l'argenterie, les bijoux, les dentelles anciennes, les souvenirs de famille et 1000 bibelots.
Monique fut émue de cette générosité. Vainement continua-t-elle ses perquisitions. Elle ne découvrit rien qui pût la mettre sur la piste de sa mère. Trop bouleversée pour prendre de la nourriture esselée perdue, elle éprouva le besoin de s'appuyer sur son père et sur son frère. Un taxi l'eut vite transporté boulevard de Courcelles. Monsieur Larmoisie et Michel sortaient de table. « Monique, qu'as-tu ? Maman est partie. »« Partie ? Où cela ?» Elle tendit à son père la lettre d'adieu. Penchés l'un sur l'autre, les deux hommes la lurent en même temps. Monsieur Larmoisie secoua tristement la tête. « Elle est folle. Puis, il importe de savoir ce qu'elle est devenue. Elle est capable des pires résolutions. Je ne puis mettre la police là-dedans pour ne pas faire de scandale. Je recourrai plutôt à un détective privé, que nous sachions si elle a trouvé un abri convenable et si elle a tout le nécessaire. Quant à moi, Monique, tu ne vas pas rester seule dans votre appartement. Tu vas t'installer ici, dans la chambre qu'occupait ma mère. Ton frère t'accompagnera ce soir rue de Grenelle et vous en rapporterez ton bagage. » « Non, dit-elle faiblement, je resterai à la maison. Si maman revenait, il faut qu'elle m'y trouve. Tu vois bien que ta mère elle-même te conseille de t'établir ici. C'est la place logique. Ne complique pas la situation par des scrupules excessifs. Ne pleure pas ainsi. Ne dramatise pas un incident regrettable mais sans portée grave. Ta pauvre mère est une malade. Si réellement elle t'a quitté pour une cure d'isolement, nous n'aurions qu'à nous en féliciter. Sa santé et son moral s'en trouveraient bien. Comment voulez-vous que je sois tranquille tant que je ne saurai pas ce qu'elle est devenue? Je te promets de faire le nécessaire pour te l'apprendre au plus tôt. Et puis voyez-vous, je m'adresse des reproches. Si je m'étais montrée plus gentille avec elle, plus affectueuse, laisse donc, tu n'y es pour rien. C'est un des caractères de sa maladie de se croire victime. Plains-la, car un tel état d'esprit doit faire souffrir, mais ne t'accuse pas. D'ailleurs, elle t'aime trop pour rester longtemps sans te voir. Tu peux être certaine d'avoir de ses nouvelles avant peu. Chapitre 13. Madame Larmoisie achève de s'installer dans la chambre où elle s'est réfugiée. C'est au 6e étage dans la rue Linné, une pièce mansardée où elle a mis en licage une armoire de bois blanc, une table, 2 chaises et dans le recoin voisin qui lui sert de cuisine, un réchaud à gaz de pétrole. Elle aurait pu prendre des meubles rue de Grenelle puisque tout le mobilier lui appartient, mais elle aurait cru dépouiller sa fille en retirant quelques-uns des objets qui constituaient le décor habituel de sa vie. Et elle a préféré acheter ses meubles bon marché. C'est dans cette pauvreté et cet inconfort qu'elle va vivre. En souffre-t-elle réellement? Elle éprouve une sorte d'âpre jouissance à se sentir seule et dénuée. Elle ne voit personne, ne parle à personne. Elle consacre son temps à tenir propre son humble réduit, à préparer ses repas. Puis, et parce que cela n'absorbe pas les 24 heures de la journée, elle confectionne des vêtements pour les pauvres. Elle ne lit pas, la lecture lui fatigue la tête et ne la tente guère. Elle a de plus une méfiance instinctive de toute œuvre d'imagination. Les récits historiques la scandalisent, les ouvrages de philosophie la rebutent. Enfin, elle n'a pas de livre. Elle se prive même de l'achat d'un journal, non que ses ressources modiques le lui interdisent, mais par une austère tendance à se refuser tout ce qui n'est pas strictement nécessaire. Sa seule distraction est quotidiennement une promenade au jardin des plantes. Elle avait conservé un bon souvenir des visites qu'étant enfant, elle faisait à la ménagerie. Toujours elle avait aimé les animaux et s'était intéressée à leurs ébats. Alors que fuyant sa fille et désorientée, elle ne savait où se réfugier, ce souvenir l'avait amenée à prendre gîte dans le proche voisinage du jardin. Elle aime s'y rendre à l'heure où les gens du quartier ne l'ont pas encore envahi. Elle en aime l'ordonnance, ces grandes allées où l'on respire à l'aise, et aussi les coins plus ombragés, le labyrinthe qu'abrite le grand cèdre de Jussieu, la ménagerie. Elle s'attarde à regarder les bêtes, à leur tendre la bouchette de pain, les gambades de singe lui arrachent des demi-sourires amusés. Quand elle sort du jardin, la marche, le grand air et la distraction l'ont un peu pacifiée. À part cela, les courses indispensables, son existence est celle d'une recluse, d'une religieuse derrière ses grilles, moins la prière et moins l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi des rancœurs plus violentes que jamais labourent sa sensibilité et creusent sur son visage des plis amers. Elle ressasse indéfiniment ses griefs contre son mari, ses enfants, se complaît dans le rappel de ses malheurs et de son abandon. Elle l'avait confié à mademoiselle Boulonge, elle se croyait née pour le cloître. Dès l'âge de 11 ans, elle s'était sentie appelée à un idéal de vie plus élevé. Dans son âme innocente fleurissait alors l'amour du Christ, l'amour de l'humanité et le grand désir de contribuer par la prière et le sacrifice au salut du monde.
Cette vocation s'affirmait avec les années. Marie-Hélène était en ce temps-là pieuse et sereine, douce et gaie. Quand elle eut 20 ans, son père l'a voulu marier. Ayant confessé son désir de vie religieuse, elle rencontra une opposition à laquelle elle ne s'attendait pas et dut consentir à patienter 1 an. C'était l'épreuve. « Il faut que tu saches ce qu'est le monde avant de le quitter », avait déclaré M. Fauberg, qui s'était efforcé de n'en révéler à sa fille que les côtés séduisants. D'abord, elle l'avait montré au spectacle ou dans les réunions qu'un visage résigné. La résignation avait fait place à un intérêt curieux, puis au plaisir, et quand s'acheva l'année, Marie-Hélène ne parlait plus de couvent, mais elle parlait souvent et avec une rougeur révélatrice d'un jeune homme rencontré plusieurs fois et qui lui avait plu singulièrement. Quelques mois après, elle devenait Madame Gaston Larmoisie. Qui sait si à l'heure actuelle, son principal grief contre son mari n'était pas justement de l'avoir détourné de la voie où elle s'était crue appelée. Sans lui, sans l'amour qu'il lui avait inspiré, sans cette amabilité facile, cette gaieté, cet entrain, ses yeux noirs pétillants, ce sourire prenant, et lui passait sa vie à l'ombre du couvent. Ayant éloigné de ce lieu de paix, Gaston Larmoisie n'aurait-il pas dû s'employer à la rendre heureuse? N'était-il pas dans ces conditions de Blumeau-Tognou d'être fidèle à sa femme? Mais très vite son cœur volage s'était porté sur un autre objet. Cela, Marie-Hélène ne l'avait pas pardonné. Son foyer brisé, elle n'avait pas retrouvé la tranquillité et la paix, car dans son âme ulcérée, il n'y avait plus place pour l'amour de Dieu. Sa foi avait presque entièrement sombré. Peut-être Marie-Hélène avait-elle senti que pour obtenir du Christ le pardon de son infidélité, il lui aurait fallu pardonner elle-même une autre infidélité. Restée murée dans sa rancune, raidie dans son attitude de femme offensée. De son éducation première et de sa vocation manquée lui restait une sorte d'ascétisme qui l'éloignait de toute jouissance d'ordre physique, qui la faisait s'adonner aux besognes rudes et humbles et se refuser et aussi refuser aux autres, et principalement à sa fille, les satisfactions les plus permises et toute manifestation de gaieté et de joie. Ainsi avait-elle créé autour de Monique une atmosphère pesante, presque intolérable, atmosphère qui avait suivi Madame Larmoisie dans sa petite chambre. Sa fille, que faisait-elle? Qu'était-elle devenue? Elle ne cessait de se le demander. La réponse n'était pas douteuse. Monique était retournée chez son père. Très vite, elle avait dû se consoler de la disparition de sa mère qui lui permettait d'organiser sa vie conformément à ses désirs. Avait-elle même éprouvé un vrai chagrin de leur séparation? Madame Larmoisie aimait mieux ne pas approfondir. Elle les voyait là-bas, réunis tous les trois, le père et les 2 enfants, un groupe familial joyeux et satisfait dont elle seule était exclue. Et il n'était heureux que par son sacrifice. Elle avait payé le bonheur de sa fille de l'abandon du sien, car elle l'aimait, sa Monique. Comme le soir du fameux dîner, à la veille de la quitter, la voyant si charmante dans sa fraîche toilette comme elle l'eût volontiers pressée dans ses bras. Mais c'était là une de ces manifestations amollissantes qu'elle s'interdisait. Monique ignorerait toujours la chaude tendresse qui couvait pour elle dans le cœur maternel, et ingrate, insoucieuse, n'accordait peut-être même pas un regret à celle qui était partie. Madame Larmoisie se trompait. Monique n'était pas heureuse. Chez son père, elle jouissait cependant d'une indépendance à peu près absolue. Au lieu d'obéir, elle commandait. « Naturellement, tu deviens maîtresse de maison », lui avait dit M. Larmoisie. Elle avait pris ce nouveau rôle au sérieux et s'en tirait bien. Elle avait eu si longtemps sous les yeux le modèle d'une bonne ménagère qu'elle n'avait qu'à se souvenir pour gouverner son petit royaume. La vieille Marie avait accepté d'assez bonne grâce cette jeune autorité qui la ménageait et ne la dirigeait qu'en ayant l'air de la consulter. L'intérieur du boulevard de Courcelles n'y avait rien perdu. Nombre de bibelots remisés dans les armoires, l'arrangement des meubles un peu modifié, et l'appartement avait pris un aspect plus clair, plus accueillant, moins encombré surtout. Toujours maintenant, quelques fleurs bien disposées égayaient la table. Les menus étaient mieux composés, et parce que Monique était là, on trouvait le linge en état et toute chose à sa place. Cela a du bon d'avoir une femme chez soi, constatait joyeux M. Larmoisie. Aussi entourait-il sa fille de prévenance et de gâterie. Sa fille, si elle n'avait été habituée par sa sévère éducation, à la plus grande modération dans les désirs, elle aurait pu facilement abuser de sa complaisance et de sa générosité. Au contraire, lui faisait-il un présent, une surprise. Elle l'en grondait presque. « C'est une vraie folie, papa !» Elle était libre ici de sortir à sa guise. Elle aurait pu, si elle avait voulu, voir ses amis, accepter des goûters, des dîners, des réunions,
Mais une sorte de scrupule lui faisait respecter la discipline imposée par sa mère. Elle continuait de suivre les cours, ses études et la direction de la maison remplissaient ses heures. Le soir seulement, avec son père et Michel, elle sortait. Il l'amenait à un concert, au théâtre, au cinéma, très souvent chez les raquettes. 100 fois dans la journée, elle se posait la question: qu'est devenue maman? Malgré la promesse de son père, des semaines s'étaient écoulées sans qu'elle eût de nouvelles. Elle se demandait si M. Larmoisie avait réellement fait procéder à des recherches, si du moins il l'avait fait avec toute la hâte souhaitable. Au fond, loin de le gêner, la disparition de sa femme avait eu pour lui une conséquence heureuse. Pouvait-il être pressé de remettre en contact la mère et la fille? Mais Monique ne s'accommodait pas aussi bien que lui de ce manque de nouvelles. Elle avait tenté les démarches en son pouvoir, elle retournait souvent rue de Grenelle pour s'assurer que sa mère n'y avait pas reparu. Elle s'était informée discrètement près des amis de Madame Larmoisie, mais aucune d'elles, pas plus Mademoiselle Boulonge que les autres, n'avait vu récemment la malheureuse femme. Monique ne savait qu'imaginer. Il lui semblait impossible que sa mère fût bien importante et ne lui donnât pas signe de vie. Alors ou bien elle était malade, impotente, et qui donc la soignait? Ou bien elle était morte, elle s'était tuée, on l'avait assassinée. Il y a tant de crimes par le monde et tant d'accidents. À cette incertitude angoissante se joignait le remords. Monique s'accusait d'avoir involontairement provoqué la fuite de Madame Larmoisie. Elle avait permis à sa mère de mettre en doute son affection. Elle était responsable des conséquences de cette fuite. Elle ne retrouverait la paix que lorsqu'elle aurait de bonnes nouvelles de la disparue. Monsieur Larmoisie, si peu observateur et psychologue qui fut, s'apercevait du malaise de sa fille. Il en devinait la cause et s'est vertué en vain à la distraire. Réunions, spectacles, dîners, ne parvenant pas à dissiper les soucis qui l'obsédaient, il tentait de l'amuser par ses plaisanteries. Mais cette gaieté trop bruyante, loin de chasser la tristesse de Monique, lui était à charge et la heurtait comme un éclat de rire dans l'appartement d'un mort. Son père oubliait trop qu'en son âme elle portait le deuil de sa mère et lui en voulait de prendre si légèrement la dramatique fugue de Madame Larmoisie. Aussi, quand il racontait une galéjade, ne souriait-elle que d'un sourire contraint et s'il récidivait, elle prenait le premier prétexte pour quitter la pièce et se soustraire à cette grosse gaieté. Michel comprenait mieux sa sœur et malgré la joie des fiançailles participait à sa peine et à ses inquiétudes filiales. Bien qu'il ne fût guère assuré lui-même, il s'efforçait de la tranquilliser, de lui démontrer l'inanité de ses craintes et lui faisait espérer le prochain retour de leur mère. Cette communauté de sentiments rapprochait Monique de son frère. Entre eux, que la vie avait jusqu'ici tenu séparés, naissait une intimité nouvelle qui lui faisait découvrir un Michel un peu différent de ce qu'elle aurait cru, moins semblable moralement à leur père, bien plus rapproché de sa mère et d'elle-même. Tel qu'il lui apparaissait à présent, elle s'expliquait que Sabine l'aimait. Quelle précieuse amie que cette Sabine, et comme son affection était réconfortante aux heures d'inquiétude et de désarroi. Privée de l'appui maternel, Monique la consultait quand il lui fallait prendre une décision sérieuse et se trouvait bien de suivre ses conseils. Michel pouvait se féliciter de son choix, sa fiancée serait une épouse parfaite. En attendant, comme Jacob chez Laban, il lui fallait patienter. Il ne faisait que débuter dans sa nouvelle situation et son père estimait plus prudent qu'il ne se mît pas en ménage avant la fin de l'année. Ce terme lui semblait bien éloigné. Et il soupirait parfois sur la lenteur des heures. Sabine était plus calme, elle confiait à Monique: « Je me sens si heureuse que je voudrais plutôt retenir la marche du temps que la précipiter. Je suis une drôle de fiancée, croyez-vous que je ne songe pour ainsi dire jamais à l'existence qui m'attend une fois mariée. Quand votre père s'informe de mes préférences pour quelque chose touchant notre future installation, il me prend au dépourvu. Je n'y ai pas encore songé. Il sera temps de vous associer à quelques semaines du mariage. Michel a déjà fait des plans qui me soumet. Il a prévu 1000 choses, le style et la couleur de notre mobilier, notre train de vie, et même la forme et le tissu de ma robe de mariée. Sa manière d'anticiper sur un avenir qui lui semble trop lointain. Moi, placidement, je me contente de vivre mon existence du moment. Tant d'occupations absorbent votre activité et vos pensées. Peut-être cela, mais je crains que votre frère n'y voie une sorte d'indifférence et n'en soit blessé. Il est un peu jaloux de vos œuvres. Il aurait souhaité, je crois, que dès le début de nos fiançailles, j'abandonne mon patronage et mes guides. Je n'en ai pas eu le courage. Je continuerai de m'en occuper jusqu'en octobre. Après, il faudra bien que je leur dise adieu. Non sans regret. Non sans regret, vous le dites. Je les aime, ces petites.
Je m'intéresse à elle. Mon activité changera d'objet, voilà tout. Vous irez vers d'autres eaux, vous y entraînerez Michel. Je vois cela d'avance. Sabine se mit à rire. C'est bien possible. Chapitre 14. Chaque année, en fin de juillet, M. Larmoisie prenait un congé et faisait un voyage avec son fils. Quand il fut question du départ, Monique exprima son intention de demeurer à Paris. Avant encore présent à la mémoire le mécontentement provoqué par son séjour en Suisse, il lui semblait qu'elle offenserait sa mère en accompagnant son père et Michel. Et si pendant qu'elle serait au loin allant de ville en ville, Madame Larmoisie avait besoin d'elle, comment son appel la joindrait-il? Mais Zélubeau suppliait son père et il ne voulut rien entendre. Il estimait qu'un changement d'air lui serait tout à fait nécessaire. Et d'ailleurs, la bonne ayant également son congé, il ne pouvait être question de laisser Monique toute seule. Froissé que sa fille fit tant de façons pour l'accompagner en voyage, il le remarqua, non sans un peu d'aigreur. Tu veux rester ici pour être à la disposition de ta mère si elle avait besoin de toi, mais est-ce qu'elle-même a eu souci de rester à ta disposition si toi tu avais besoin d'elle? Ce n'est pas la même chose. Comment ce n'est pas la même chose? Il t'arriverait un accident, une maladie grave, pourrais-je l'avertir? Peut-être sans que nous le sachions. Te procure-t-elle de nos nouvelles? Il haussa les épaules et conclut. En tout cas, tu vis chez moi, tu pars avec moi. L'itinéraire arrêté par M. Larmoisie comportait la visite des Dolomites. Mais Michel devina la répugnance de sa sœur pour un voyage si lointain et parvint à modifier les projets de son père. « Tiens-tu tant que cela aux Dolomites, papa » demanda-t-il un soir. « Pourquoi? Tu aurais un autre projet ? Tu sembles oublier que je suis fiancée, c'est juste que tu ne veux pas te séparer de Sabine. 15 jours sans la voir, pense, nous pourrions-nous aller tous avec les raquettes? J'allais justement te le proposer. Eux ne penseraient pas aux Dolomites? Non, Sabine se propose de faire cette année la visite du Morvan. Du Morvan, grommela M. Larmoisie. Vous voulez explorer le Morvan? Pourquoi pas la banlieue? Parce que dit gaiement Michel, le Morvan est autrement pittoresque que la banlieue. Très contestable. La banlieue ne manque pas de pittoresque avec le caout de la zone. Je parie que tu n'as jamais visité le Morvan. Je l'ai traversé 100 fois, mais toujours par la même route. Sabine le dit rempli de coins délicieux. Et naturellement, cette année, les désirs de Sabine ont force de loi. Si cela te contrarie, cependant, non, du moment que tu en as envie, mon grand, seulement jusqu'ici, je considérais le Morvan comme le terrain d'exploration pour les cyclistes, et j'estimais qu'avec une auto, on faisait des enjambées un peu plus longues. Mais puisqu'un homme d'esprit se borna jadis à un voyage autour de sa chambre, nous nous contenterons d'un voyage au Morvan. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Monique? Monique pensait qu'Avalon n'est qu'à 220 km de Paris. Elle adressa à son frère un sourire reconnaissant et s'empressa de répondre. Moi, papa, je serais enchantée de voyager avec Sabine et je mourrais d'envie de visiter Vézelay, dont on m'a beaucoup parlé à mon cours d'art. 15 jours sont vite passés. Nos voyageurs, et même M. Larmoisie, trouvèrent du charme aux pittoresques vallées de la Cure, de l'Yvonne, aux croupes verdoyantes du Morvan, aux grottes d'Arcy, au monastère de la Pierre qui vit. Monique échappait un peu à la hantise de ses soucis. L'air vif, la vitesse, la variété des sites, l'étude attentive des monuments, les menus incidents de la vie d'hôtel, la présence des fiancés, celle de Jean aux raquettes, les gaies causeries autour d'elle, autant d'heureuses diversions. Parfois seulement, comme un coup de lancette, lui revenait aiguë son inquiétude filiale. Et maman, pendant ce temps, que fait-elle? Mais très vite, sa pensée se trouvait distraite de ce sujet douloureux. Elle rentra à Paris détendue, fortifiée, plus sereine. Le lendemain de leur retour, M. Larmoisie lui annonça. « Petite, j'ai enfin des nouvelles de ta mère. » Monique pâlit. « Comment va-t-elle? »« Mais pas mal, je crois. »« Et où habite-t-elle? »« À Paris, naturellement. »« Vous connaissez son adresse? »« Oui, mais je n'ai pas l'intention de te la donner. » « Pourquoi donc ?» protesta Monique. « Je veux aller voir maman et dès aujourd'hui. » Le père secoua la tête. « Écoute mon enfant et réfléchis. Si ta mère ne t'a pas laissé son adresse, c'est qu'elle préférait ne pas recevoir ta visite. Parce qu'il y a un malentendu entre elle et moi. Il faut que je la voie au plus tôt pour dissiper ce malentendu. Tu ne dissiperas rien et tu la contrarieras. Imagines-tu que je lui ferai plaisir en allant la voir? Ce n'est pas la même chose. Pas la même chose. Cependant, si tu es sa fille, moi je suis son mari. Je suis certaine qu'elle m'aime toujours. D'ailleurs, elle me l'a écrit. Et tu estimes que moi, elle ne m'aime plus? Monique ne répondit pas. Elle se contenta d'insister pour obtenir l'adresse. Papa, je vous en prie. Monsieur Larmoisie tint bon. Au déjeuner, parce que, fâchée de son refus, elle se montrait réservée et silencieuse. Il lui lança. « Ce que tu peux ressembler à ta mère, toi ? Et pas seulement de visage, de caractère aussi. » Mais il n'était pas méchant. Une larme qui vit dans les yeux de sa fille l'émut.
Souvent maintenant, il lui arrivait de consulter son fils. Il le prit donc pour arbitre du litige. Voyons, n'es-tu pas aussi d'avis que nous devons respecter le désir d'isolement de ta mère? Michel ne fut pas Dieu. Était-ce bien ce souci qui guidait son père? N'était-ce pas plutôt la crainte que ne se produisit un rapprochement entre la mère et la fille et que Monique de nouveau ne quittât le boulevard de Courcelles, se faisant une fois encore complice de sa sœur? Le jeune homme répondit: tel que je connais maman, je la devine excessivement malheureuse d'être séparée de Monique. Je suis convaincue que tout en cachant le lieu de sa retraite, il se formalise de ce que ma sœur n'a pas encore su le découvrir. Ce serait absolument illogique. Tandis qu'inévitablement, elle sera furieuse d'avoir été espionnée. Crois-moi, papa, laisse Monique suivre l'impulsion de son cœur, c'est la bonne. Qu'elle fasse cette tentative. Si on la repousse, elle n'aura du moins plus rien à se reprocher. C'est curieux, remarqua M. Larmoisier un peu aigrement, comme mes deux enfants se trouvent vite d'accord dès qu'il s'agit de me contredire. Mais il céda. Aussitôt qu'elle fut en possession de l'adresse, Monique prit le chemin de la rue Linné. La maison était décente, mais sans luxe. Les 6 étages gravis, elle frappa le cœur battant à la porte qui lui avait été indiquée. On ouvrit, c'était sa mère. Monique se jeta dans ses bras. « Oh maman, qu'avez-vous fait ?» Madame Larmoisie se mit à pleurer sans répondre. « Pourquoi m'avez-vous laissé ainsi ?» reprochait tendrement la jeune fille. Comment avez-vous pu imaginer que j'aspirais à vous quitter? Si vous ne vouliez pas vivre avec moi, si vous me trouviez trop insupportable, c'était moi qui devais partir, pas vous. Vous vivez ici à l'étroit, presque misérablement, alors que votre appartement vous attend rue de Grenelle. La pauvre mine que vous avez. Vous vous fatiguez ici, vous pâtissez, et puis vous avez de la peine. Oui, sanglota la mère, j'ai eu beaucoup de peine. À cause de ce dîner chez les Raquettes, pouvais-je penser que vous y attachiez tant d'importance? Je n'y voyais, moi, qu'une occasion de plaisir. Je l'ai payé cher, ce plaisir, depuis ne sachant ce que vous étiez devenu. Je ne vivais plus. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit où vous alliez? Pour que ton frère et toi ne puissiez me joindre, que vous me considériez comme morte et finissiez par m'oublier. Oh maman, comment pouviez-vous penser que nous vous oublierons? L'absence de nouvelles, c'est affreux. Oui, dit Marie-Hélène, j'en sais quelque chose. Et volontairement, vous nous avez imposé ce tourment. Je croyais que pour toi, ce ne serait pas un tourment. Quand vous me connaissez mal, Michel aussi était inquiet et peiné. Oh, Michel, il avait sa fiancée. Pour avoir une fiancée, on n'en aime pas moins sa mère. Papa lui-même. Madame Larmoisie eut un geste incrédule accompagné de son sourire amer. Ton père, s'il avait été sincère, n'aurait pu que se féliciter de ma décision. Sans lui, cependant, je n'aurais pu vous rejoindre. Monique n'insista pas, échangeant de sujet. Mais votre exil est fini, maman. Vous allez quitter cette cellule pour reprendre notre petite vie d'avant. Ne la regrettiez-vous pas? Sûrement aussi. Mais je supposais que toi, tu étais plus heureuse ailleurs. Pouvais-je l'être? Tu vivais boulevard de Courcelles? Oui, quand vous me l'aviez ordonné. Et tu ne t'y plaisais pas? Elle avait posé la question avec une certaine alacrité. J'étais trop inquiète pour me plaire nulle part, répondit simplement Monique. Intérieurement, Madame Larmoisie tirait ses conclusions. Oui, c'était à prévoir. Sa fille lui ressemblait trop pour s'acclimater chez son père. Elle avait dû se heurter aux défauts de Gaston Larmoisie, souffrir du contact journalier à en apprécier d'autant plus l'atmosphère du foyer maternel. Il ne faut pas que vous restiez 1 heure de plus ici, maman. Je vais faire votre mal et vous ramener tout de suite rue de Grenelle. Touchée de cet empressement, la mère souriait maintenant. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, ma chérie, mais demain, si tu le veux bien. Pourquoi attendre demain? Afin que d'ici là, je prépare mon déménagement et puis ne faut-il pas que tu prennes congé de ton père? Papa doit bien se douter que vous ayant retrouvé, je ne vais pas vous laisser toute seule. Qui sait s'il ne se flatte pas de te garder désormais? Il a dû apprécier ta présence à son foyer. La maison était mieux tenue, vous comprenez, je n'ai pas été pour rien à votre école. Ton père m'en voudra de te reprendre à lui. Vous ne me reprenez pas, relève Monique en riant, c'est moi qui m'en vais. Et je suis bien libre, je suis contente de passer de temps à autre quelques jours près de lui, mais je choisis de vivre avec vous. Ce mot valut à Monique un baiser comme jamais encore elle n'en avait reçu. Madame Larmoisie éprouvait une satisfaction profonde. Sa fille lui revenait en dépit des jouissances et des plaisirs qu'elle avait goûtés dans l'intérieur plus gai, fortuné du boulevard de Courcelles. Nul doute que le père n'eût multiplié les galeries et flatté ses goûts de 1000 manières. Manœuvre bien inutile qui n'empêchait pas Monique de reprendre avec élan l'ancienne existence près de sa mère. C'est donc bien convenu, résuma Madame Larmoisie. Tu retournes là-bas ce soir, mais demain, dans la matinée, tu viendras me prendre avec mon bagage, et nous nous
réinstallerons toutes deux rue de Grenelle. J'abandonnerai à une œuvre les quelques meubles que j'ai là, mais je ne te laisse pas partir encore. Nous allons prendre le thé. Bien volontiers, ce sera amusant de faire la dînette ensemble. Monique ne devait jamais oublier ce goûter improvisé. La pièce était mansardée. La table était de bois blanc, recouverte d'une serviette, les tasses de faïence. Bien que la matière des meubles et des ustensiles fût grossière, le goût très sûr de Madame Larmoisie se retrouvait dans le choix des couleurs et dans l'agencement. Et ce décor pauvre et simple restait plaisant. Surtout, les sentiments mutuels de la mère et de la fille créaient une ambiance agréable. Pour la première fois depuis longtemps, elles étaient épanouies, sans réserve, l'une en face de l'autre. Madame Larmoisie, convaincue par la preuve qui venait de lui être donnée, non seulement de l'affection de sa fille, mais encore d'une préférence dont elle avait toujours douté, voyait se dissiper son plus douloureux souci, et Monique, émue de la tendresse qui lui témoignait sa mère, désirait lui faire oublier cette heure involontaire.